Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de rester fidèles à nos programmes. Vous êtes sur le Clic Dakar. Votre émission Entretien avec reçoit Monsieur Babacar Niang, c'est le docteur Babacar Niang. Il est médecin urgentiste. Il est très connu également, justement, surtout en période, n'est-ce pas, de Covid-19. Très engagé également à côté des populations. Il est le directeur général de Soma Assistance. C'est bien ça, docteur? Merci, merci. Bonsoir, docteur, et c'est un immense plaisir de vous retrouver. Je vous remercie, monsieur Kandé. Vraiment, vous êtes très gentil. Merci. Bon, j'espère, comme d'habitude, que les auditeurs vont pouvoir tirer quelques bonnes informations de notre entretien. Et si je posais la question, quelles sont vos nouvelles? Parce que ça fait un bon bout de temps, on ne vous a pas vu. Non, on est là, on continue à travailler d'arrache-pied. Et moi, je reproche, mais on a beaucoup de gens même à dire qu'ils me connaissent que depuis le Covid. Nous, ça fait vraiment 36 ans qu'on s'est battu pour que les urgences soient une réalité au Sénégal. Donc, et aussi dans la médecine privée aussi, ou la médecine même non privée. Bon, il y a eu un grand combat pour que les ministères sachent qu'ils sont les ministres de toute la santé, de tous les médecins. Il y a eu une tendance à croire que le ministère est là pour les hôpitaux et les médecins du public, mais normalement, c'est le ministère de la Santé. Donc, il est là pour tous les médecins. Et tous les établissements. D'ailleurs, l'État l'a reconnu, il vient de créer une section dans le ministère des établissements privés. Tout à fait. Voilà, donc ça vient petit à petit, mais c'est dommage que ce ne soit pas quand même déjà unanime que la santé doit être prise globalement, quels que soient les acteurs. Oui, alors quand on parle de médecins urgentistes, d'abord le concept urgence, est-ce que vous pouvez revenir un peu sur le rôle fondamental des médecins urgentistes? Bon, le concept d'urgence, ça définit son mot. C'est quelqu'un qui prévoit vraiment tous les cas où la vie, ce qu'on appelle les urgences vitales. Parce que l'urgence, c'est vraiment quand, à tout moment, ça peut basculer. Voilà. Et maintenant, les moyens techniques sont là. Les moyens humains aussi ont été créés pour que vraiment que les urgences vitales puissent être prises en charge rapidement. Mais pour ça, il faut un matériel permanent, un matériel qui est au top de la technologie et qui soit vérifié régulièrement et qu'il y ait des hommes disponibles 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. 365 jours sur 365, ce qui n'est pas évident chez nous. Voilà. Parce qu'avec la moindre fête, au moindre baptême, au moindre décès, des fois vous pouvez trouver avec un service qui peut se dénuder. Il n'y a plus personne. Voilà. Est-ce que, docteur, nos structures sanitaires, en tout cas, pour celles que je connais, est-ce qu'elles sont suffisamment équipées justement à prendre en charge vraiment ces cas d'urgence qui sont des imprévus parfois? Non, les équipements sont là. Les équipements sont là, c'est la mentalité qui est le problème. Oui, d'accord. Voilà, c'est la mentalité. On a l'habitude, je vais aux urgences, j'appelle un confrère que je connais pour qu'il m'accueille. Donc ça veut dire que ce n'est pas démocratique. Alors que l'urgence, on doit recevoir tout le monde de la même façon, quels que soient les moyens. Dans un accident, tout le monde doit y aller et prendre en charge d'abord les gens et discuter après, ce qu'on appelle lever l'urgence avant de discuter. Mais bon, malheureusement, on a un argument fallacieux que les gens utilisent, il n'y a pas de place, il n'y a pas de place. Mais avant de chercher la place, il faut examiner d'abord la personne. Il faut que vous examinez la personne, vous sachez qu'est-ce qu'elle a. Elle manque du sang, elle a une fracture, il faut l'opérer. C'est là après que vous dites, tiens, il faut un chirurgien. Le chirurgien dit qu'il est occupé, il y a d'autres structures. Il y a aussi les moyens de mettre un plâtre, d'immobiliser et une fracture de l'opérer dans les 15 jours même. Bon, mais si tout de suite on vous dit, voilà, il n'y a pas de place, est-ce que c'est de la surenchère pour que les gens repassent derrière, redonnent des sous ou soient recommandés pour avoir une place? Ça aussi, je pense que la population est là pour en savoir plus que moi-même. Tout à fait. Alors, docteur, nous allons parler, n'est-ce pas, de la situation de Covid-19. Alors, c'est vrai, une pandémie qui a secoué le monde entier et le Sénégal n'était pas en reste. Et vous avez plusieurs fois, n'est-ce pas, à travers vos interventions, vous y avez travaillé, n'est-ce pas? Alors, dans ce sens, aujourd'hui, peut-on faire un peu le point sur la situation à coronavirus? Apparemment... Bon, le coronavirus, c'était vraiment ce qu'on appelle jeter la pierre dans la mare. Jeter la pierre, tout à fait. Oui, ça fait des échos, ça répercute. Ça fait beaucoup d'échos, hein, oui. Voilà, et que les gens ont
eu l'occasion de se réveiller et de savoir que la santé, vraiment, on doit la faire en permanence et de façon évolutive pour sa population. Mais quand on a été avec des chefs qui avaient la possibilité d'aller se soigner ailleurs et qui, pendant la pandémie, bon, heureusement, malheureusement, on leur a montré que les frontières étaient fermées. Tout à fait. Si vous n'avez pas fait au Sénégal de quoi vous faire soigner, ça a été... Ça a paralysé tout le système ailleurs. Donc, oui, tout à fait. J'ai reçu un député que j'ai mis dans un camion le micro, où il n'y avait pas de toilette pendant qu'on l'a soigné. C'était révoltant. Ah là là là, ça. C'était révoltant. Donc, vous voyez, ça a été vraiment une occasion de remettre les choses au point et de réagir et savoir qu'il faut construire vraiment dans son pays ce qu'il faut. Oui. Mais faire un hôpital où soi-même tu ne vas pas te soigner. Créer des conditions où toi tu ne te soignes pas dedans. Ton fils ne te soigne pas dedans. Ça, c'était vraiment... On va y revenir. Je pense que ça fait partie même, n'est-ce pas, de ces politiques, n'est-ce pas, de nos dirigeants, de nos gouvernants. J'en arrive. Mais aujourd'hui, je reviens sur ma question, sur la situation à Covid-19. Comment elle évolue? Est-ce que, apparemment, les choses ne sont plus comme avant? Voilà. Ça a bien évolué, ça vous aime bien là. Je vous dis, la nature a toutes les ressources qu'il lui faut. Toutes les ressources. On a passé des pandémies encore plus graves que ça. La fièvre espagnole a été pire que ça. Voilà. Donc, on a ça et... déjà l'être humain a un bagage physique qui peut s'adapter à toutes les situations. Même le nucléaire, on a vu des villes qui ont été bombardées, on a dit que rien ne va repousser. On a vu des fleurs qui repoussent, on a vu des gens qui ont revécu dedans. Donc, bon, c'est vrai qu'il y a une perte de vie assez importante, mais l'être humain a une faculté d'adaptation psychologique, physique, et donc ce qui fait qu'on arrivera à survivre à toutes les catastrophes. Alors, on parlait, donc, à l'époque, chaque matin, le ministère de la Santé dressait un bilan par rapport au nombre, n'est-ce pas, de personnes contaminées, ce qui a créé une sorte de... Et c'est ce qui est tout à fait normal aussi, puisque compte tenu un peu de la gravité, de l'ampleur de la maladie, avec cette psychose, n'est-ce pas, aujourd'hui, ce bilan est revu un peu à la baisse, si on peut le dire ainsi. Oui, c'est entièrement revu à la baisse, même trop à la baisse, mais je vous avais toujours dit que les chiffres n'étaient pas suffisants. Et bon, je ne dis pas qu'ils ne sont pas fiables, mais qu'ils ne prennent pas en considération tout le Sénégal. Le petit village que tu m'as dit là-bas à la frontière, qui est impacté par la guérilla ou la rébellion, qui c'est qui va là-bas pour savoir qu'il y a un test de Covid positif? Ah, c'est vrai. Oui, c'est ce que je veux dire. C'est un peu compliqué. Et maintenant, même à Dakar, moi, dans ma clinique, je fais des tests positifs et que le ministère n'est pas au courant, il ne prend pas Cela remet en question vraiment la fiabilité même de ces chiffres. Bon, mais en même temps, les statistiques ont dit, bon, il faut prendre des échantillons et essayer de généraliser. Mais bon, avant de généraliser, quels sont les échantillons qu'on prend, quelles sont les cibles qu'on a, et comme je vous l'ai dit, il y a toujours cette dichotomie entre médecine publique et médecine privée dans le même Sénégal. Donc c'est ça aussi qui... C'est ce qui n'est pas normal pour un pays assez pauvre. Il n'y a pas de lien de coordination entre ces deux médecines-là. Chacun est dans son coin. C'est de temps en temps, quand il y a un groupe qui a des intérêts au Sénégal, d'y aller voir dans le privé qu'est-ce qui se passe. Et là, vous avez aussi, on ne peut même pas être partant. C'est le véritable handicap. Dans le cœur de l'action, on ne sait pas quel est le financement. On voit d'un seul coup le ministère de la Santé qui veut savoir le nombre de personnels qu'on a, leur diplôme qu'on a, avec leur adresse même. Vous voyez, ça nous paraît quand même un peu tiré par les cheveux. D'accord. Voilà, donc il y a vraiment autant de facteurs. C'est disparate et on ne connaît pas le but. Voilà, peut-être qu'ils le connaissent, certainement. Le but n'est pas d'intérêt public. Il est vrai maintenant que ce n'est pas d'intérêt public. Oui, tout à fait. Alors, on parle aujourd'hui, n'est-ce pas, on a beaucoup parlé, n'est-ce pas, de variantes, Delta, d'autres variantes aujourd'hui, par rapport à la virilité aujourd'hui. Et comment, à cette période aujourd'hui, de quelle variante peut-on parler? Ou alors, voilà, cette situation, même à Covid-19 aujourd'hui, ne rentre plus maintenant le sommet des personnes, n'est-ce pas? On en prend comme une maladie. Quand vous battez contre un ennemi,
tant que vous ne le connaissez pas, il va être très corrosif, redoutable, très mortel. Mais une fois que votre corps le connaît, sachant ses modes d'emploi, comment il agit, le corps très vite s'adapte et développe ses moyens de défense. Tout à fait, absolument. Dans le corps, on a un système de défense qui est très sophistiqué, qui permet de s'adapter autant au virus qu'au microbe. Donc vous voyez, on a quelques cas, bien sûr, parce que les gens n'ont pas tous les moyens de défense, mais dans la généralité, bon, entre le vaccin qu'on a dit qu'il est efficace, bon, bien que moi j'en doute. Vous continuez toujours à en douter parce que vous avez fait beaucoup de sorties par rapport à l'efficacité de ces vaccins. C'est appelé un produit à l'essai. C'est un produit de moyens de défense qui développe, mais qui est à l'essai. Parce que vous avez vu quand même arriver jusqu'à 5 rappels actuellement pour dire qu'on va peut-être passer à la 6e. Cela veut dire que ça n'empêche pas la maladie, mais ça va vous aider peut-être à ne pas avoir un cas mortel. Or, ce n'est pas la définition d'un vaccin. Voilà. Le vaccin actuel le plus efficace, c'est l'être humain lui-même, qui a dû être en contact avec ce virus et qui a sorti ses moyens de défense naturelle. Oui. Et moi, je reviens un peu. Est-ce qu'on peut parler un peu d'immunité collective? Je ne sais pas si... C'est exactement ça. C'est exactement ça. L'immunité collective, c'est quand le microbe a contacté des milliers de gens et que ces milliers de gens ont développé un moyen de défense. C'est ça. Tout à fait. Voilà. Qui est collectif, bien sûr, puisque l'enjeu est collectif. C'est un virus qui va attaquer toute la collectivité. Donc, tant que la collectivité ne va pas se braquer et lui montrer ses points, mais il va continuer à l'attaquer. Ah oui, c'est clair. Voilà. C'est clair. Si vous imaginez, c'est que la population a créé ses moyens de défense. Est-ce que c'est des coups de poing ou c'est des coups de pied? Mais quand le virus vient, maintenant, il n'est pas bien accueilli tout à fait. dans un corps. Dans un corps normal. Tout à fait. Malheureusement, il y a les sujets à risque qui ont des défaillances de moyens de défense où ils continuent malheureusement à sévir. Et aujourd'hui, est-ce que certains facteurs naturels, on est en Afrique, je prends le cas de l'Afrique, du Sénégal, où on a le soleil un peu partout, est-ce que ça aussi, ce virus est-il résistant justement à ces facteurs liés à la chaleur en Afrique? On ne peut pas, vraiment on est au début. Je veux dire qu'une maladie, un virus qui démarre dans le globe, il faut plus de 30 ans, 50 ans vraiment avant pour déterminer tout ça. On arrive vraiment à mieux le connaître. Mais en attendant, je crois que le corps a mis en urgence des moyens de défense qui nous permettent maintenant, on appelle ça des grippes. Quand on voit 10 ou 20 grippes, de temps en temps on teste, on voit 2 ou 3 qui sont positifs. Bon, à qui ça ne fait rien, ça n'atteint pas les poumons, comme ça atteignait les poumons. Donc, ce qui fait que la mortalité vraiment est en baisse. Est en baisse vraiment de façon drastique. Est-ce que vous arrivez toujours à recevoir des cas Covid chez vous? Absolument. Oui, tout à fait. Absolument. Oui. Un médecin n'a pas le droit de faire une ségrégation. Non, oui, de recevoir tous ces malades de la même façon. On se donne les moyens de se défendre avec des masques, des tenues, des moyens de désinfection. Je félicite aussi le nouveau ministre de la Santé. Marie-Khemesse Ngom. Vraiment de démocratiser les produits de test. Oui, d'accord. On les reçoit régulièrement. Bon, en reconnaissance, nous aussi, on ne les facture pas aux malades. On les utilise. Si on fait une prestation, peut-être, de mettre notre masque et trucs, bon, on demande symboliquement entre 1000 et 2000 francs pour faire le test. Mais le produit, on dit qu'au client, vraiment, c'est gratuit. D'accord. Remis par l'État ou par le ministère. D'accord. Vous allez bien ajouter votre micro. Oui. Alors, docteur, ces temps-ci, il y a eu beaucoup de grippe, en fait. Voilà. Quand on parlait là aussi de coronavirus, ou bien c'est tout simplement la grippe en cette période justement de épidémiologiquement, ça a toujours été comme ça. Oui, d'accord. L'hivernage est une période où vraiment il y a une agression physique très poussée de l'être humain par son environnement qui devient vraiment catastrophique. Surtout avec ces inondations, cette eau qui stagne, qui est vraiment un berceau de développement du palu. Et la plupart des êtres vivants aussi, il leur faut de l'eau pour se développer. Quand on voit ce péril fécal qui est au bout de chaque ruée, qu'il y a des fosses qui se déversent de façon... Parfois même l'action de l'homme. Il n'y a pas de quartier, il n'y a pas de truc. Les problèmes d'assainissement. Tous les quartiers sont débordés par le débordement. Absolument. Les eaux parfois même. Il pleut beaucoup, les fosses se remplissent, donc les contenus des fosses se déversent à tout bout de chemin.
Et donc, on marche dessus, on rentre chez soi. Donc, on rapporte des virus à ne pas. Sans compter avec la chaleur, la conservation des aliments aussi pose beaucoup de problèmes. Ah oui, vous me disiez tantôt justement cette conservation. J'aimerais bien que vous reveniez un peu sur ça. On n'a pas la culture de la congélation. Oui, d'accord. Parce que, au lieu d'avoir un frigo dans les maisons, on a des congélateurs. Oui. D'accord, oui. D'accord, donc tout aliment, même pour le manger, on le décongèle le jour même pour le manger. Ce qui est vraiment pas normal. Ah bon? Un aliment se décongestionne au minimum entre 8 et 12 heures de temps. D'accord. L'aliment que vous allez manger demain, oui. c'est aujourd'hui à midi que vous le sortez du congélateur, vous le mettez dans le frigo, il se décongèle de façon progressive. Ah d'accord. Sinon les cellules éclatent et libèrent des toxines. Toute cellule humaine ou de viande ou de protéines contiennent des toxines. Donc si on ne les libère pas en douceur, ça devient très toxique. D'accord. Docteur, nous arrivons presque au terme, n'est-ce pas, de cet entretien. Alors, peut-être qu'aujourd'hui, si vous avez un appel peut-être à lancer à ces autorités, parce que nous sommes dans le domaine de la santé, et c'est assez vaste. Il y a vous êtes dans le privé, et d'autres sont dans le public aujourd'hui. C'est peut-être que si vous avez un appel peut-être à lancer des autres suggestions de la part, parce qu'ils sont là pour nous également. C'est la gestion collective quand même. Le conseil ou le constat qu'on peut faire, c'est que vraiment, il faut qu'on sache que la santé n'est pas un jeu, ni de la politique. C'est ça, c'est sûr. Voilà. Ouvrir des hôpitaux, aller les inaugurer. Les gens qui vont inaugurer font un accident, on ne peut pas les soigner dans l'hôpital. Oui, tout à fait. Neuf qu'on vient d'inaugurer, ça fait sourire. Oui, absolument. Que les gens sachent. On n'en a pas besoin quand même. Leur population, c'est leurs frères, c'est leurs parents qui sont partout dans le Bundu, dans le Fouta, en Sine ou partout. Qu'on crée quelque chose en respect vraiment de cette population. Et qu'on sache soi-même que c'est maintenant, demain, c'est nous-mêmes qui allons nous soigner là-dedans. Donc si on le fait vraiment dans le respect de l'être humain. Et on fait une médecine vraiment humaine qui prévoit tout. Mais je fais une médecine où les autres peuvent aller et moi je vais ailleurs. Ça, c'est pas. Il faut une égalité des chances pour tout le monde. Qui vous les montre, les accidents de la route qui peuvent arriver à tout le monde, n'importe où. Vous voyez, vous êtes directeur d'une entreprise, vous allez vous voir votre parent, vous faites un accident en route. Vous tombez dans le dispensaire où il n'y a rien. Vous voyez, donc c'est vraiment savoir que la santé, on doit la donner partout, de façon équivoque. Et voilà, que tout le monde vraiment puisse s'y retrouver. Le Tambacounda, c'est un patron qui est en accidenté vite, il faut prendre un avion pour aller le chercher. Oui, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Quand on fait un accident, le on ait vraiment le minimum de soins adéquats, jusqu'aux soins d'urgence vitaux qui puissent se réaliser au moins n'importe où. Maintenant qu'on a stabilisé, si la personne habite à Dakar, qu'elle veut revenir à Dakar, c'est vrai. Voilà. Mais au moment où la vie est en jeu, il faut sur place. Vraiment que tout puisse se faire sur place. Oui. Récemment, il y a eu énormément d'accidents et vous êtes dans les urgences. Là aussi, je sais que vous avez. Il y a pas longtemps, des accidents de la route qu'on déplore partout. Oui. Donc, vous voyez, c'est pas facile. C'est vraiment, il faut qu'on arrive vraiment à ça passer quand notre ami, comment s'appelle, chanteur très connu, a fait un accident au Maroc. Je pense qu'il n'y a pas eu de problème d'évacuation. Tout à fait. Là où il a fait son accident, qu'on l'a soigné. C'est clair. Et le Maroc était assez équipé pour qu'on ne le rapatrie pas au Sénégal. Tout à fait. Pour nous, c'est l'inverse. Tout étranger qui arrive ici, quand il fait un accident, la première chose, c'est comment le sortir du Sénégal. Pour l'amener. Aller le mettre dans les meilleures conditions. Alors qu'il y a des compétences qui sont là. C'est ça. Voilà à peu près des exemples qui sont là, qui sont patents, qui montrent que vraiment, si on investit dans la santé, il faut le faire vraiment de façon honnête, et pour l'intérêt de la population. Merci beaucoup. De soi-même et de soi-même. Tout à fait. Merci, docteur. De rien. Je salue encore vos auditeurs et tout le monde. Voilà. Et donc, je remercie tout le monde de cette fidélité. Merci. Que vous avez à leur apporter de temps en temps les échos. Merci beaucoup. Vraiment, de notre travail. Vous nous facilitez beaucoup également, nous autres, notre travail, parce que vous avez toujours été disponible. À votre disposition. À chaque fois que ça a un intérêt national, c'est un intérêt de la population, je suis à votre disposition. Merci. En tout cas, cela nous va vraiment tout droit au cœur. Merci, mesdames et messieurs. C'était votre émission Entretien avec l'invité du jour, le docteur
Babacar Niang, médecin urgentiste. Alors, on va se donner rendez-vous effectivement très prochainement dans un nouveau numéro de votre émission Entretien avec. Merci à mon ami Ibrahima au niveau de la caméra et également l'ensemble de l'équipe de Click Dakar. Au revoir. Okay.